Merci d'être avec nous, Futuroscope de Poitiers, sur le plateau du CNED. Nouvelle émission dans notre série littérature. Elle est consacrée aujourd'hui à Jean Racine. Jean Racine dont on fête cette année, 1999, le tricentenaire de la mort, avec l'une de ses œuvres créée il y a exactement 330 ans. Il s'agit de Britannicus. Et puisque pour une œuvre, la vraie vie est sur scène, eh bien place aux planches tout de suite avec l'ouverture de Britannicus. Nous sommes à la fin de la nuit. Quoi? Tandis que Néron s'abandonne au sommeil, faut-il que vous veniez attendre son réveil? Qu'errant dans le palais sans suite et sans escorte, la mère de César veille seule à sa porte. Madame, retournez dans votre appartement. Albine, il ne faut pas s'éloigner un moment. Je veux l'attendre ici. Les chagrins qu'il me cause m'occuperont assez tout le temps qu'il repose. Tout ce que j'ai prédit n'est que trop assuré. Contre Britannicus, Néron s'est déclaré. L'impatient Néron cesse de se contraindre. Là de se faire aimer, il veut se faire craindre. Britannicus le gêne, Albine, et chaque jour, je sens que je deviens importune à mon tour. Quoi? Vous à qui Néron doit le jour qu'il respire, qui l'avez appelé de si loin à l'Empire, vous qui, déshéritant le fils de Claudius, avez nommé César l'heureux Domitius. Tout lui parle, madame, en faveur d'Agrippine. Il vous doit son amour. Il me le doit, Albine. Tout s'il est généreux lui prescrit cette loi. Mais tout s'il est ingrat lui parle contre moi. S'il est ingrat, madame? Ah! Toute sa conduite marque dans son devoir une âme trop instruite. Depuis 3 ans entiers, qu'a-t-il dit? Qu'a-t-il fait? Qui ne promette à Rome un empereur parfait? Rome, depuis 3 ans, par ses soins gouvernée, autant de ses consuls croit être retournée. Il la gouverne en père, enfin Néron naissant, à toutes les vertus d'Auguste vieillissant. Non, non, mon intérêt ne me rend point injuste. Il commence, il est vrai, par où finit Auguste, mais crains que l'avenir détruisant le passé, il ne finisse ainsi qu'Auguste a commencé. Il se déguise en vain. Je lis sur son visage des fiers Domitius, l'humeur triste et sauvage. Il mêle avec l'orgueil qu'il a pris dans leur sang la fierté des Nérons qu'il puisa dans mon flanc. Extrait de l'acte 1, scène 1 de Britannicus. Et pour parler de Racine et puis de cette pièce, 2 personnes sont sur ce plateau, 2 professeurs qui enseignent la littérature du XVIIe siècle. Michel Rosellini, bonjour. Bonjour. Vous enseignez à l'École normale supérieure de Fontenay-Saint-Cloud, oui. Et vous êtes également secrétaire général de la Société Jean Racine. Voilà, et puis Dominique Mauconduit, bonjour. Bonjour. Vous enseignez à l'Université de Poitiers, et je crois que vous avez une réaction à l'extrait que l'on vient de voir. C'est le début, en fait. Oui, je veux simplement dire que c'est le début de la pièce, c'est l'ouverture, oui. Donc c'est le début de ce qu'on appelle l'exposition. Et ce qui me paraît tout à fait intéressant dans la mise en scène, c'est qu'à travers les jeux de lumière, on nous fait bien sentir qu'on est dans l'unité de temps, que c'est le début, la fin de la nuit ou le début du jour, et qu'on entre dans la journée tragique où tout va basculer. Pour le spectateur de l'époque qui va voir une tragédie, il sait très bien qu'il entre justement dans le moment, la journée où tout va changer. Et ça engage toute la pièce. Alors au sommaire de cette émission, 2 parties. Première partie, Racine en son temps, mieux connaître l'auteur et le contexte de l'époque. Nous écouterons Alain Viala, il est professeur des universités de Paris 3 et Oxford. Dans un second temps, Racine et son œuvre, la conception dramaturgique de Racine. Nous entendrons Jean Roux, qui est lui professeur honoraire de l'université de Rennes 2. Et puis enfin, l'émission sera ponctuée de nombreux extraits de Britannicus, extraits d'une pièce jouée au théâtre des Deux Rives de Rouen, mise en scène par Alain Bézu. Mais pour commencer, et afin de mieux connaître Racine, on écoute Alain Viala. Non, mon intérêt ne me rend point injuste. Il commence, il est vrai, par où finit Auguste, mais craint que l'avenir détruisant le passé, il ne finisse ainsi qu'Auguste a commencé. Et puis, il se déguise en vain, je lis sur son visage des fiers Domitius, l'humeur triste et sauvage. Voilà, quelques vers
que vous venez d'entendre, bien mieux dit que par moi auparavant, là, mais ces quelques vers me serviront une minute de fil conducteur. Ouais. Il commence, il est vrai, par où finit Auguste. C'est de Néron que l'on parle à ce moment. Et qu'est-ce que c'est que l'histoire d'Auguste? C'est l'histoire de Cinna, telle que Corneille l'avait traitée. Il finit, Auguste, en devenant un bon empereur. C'est le sujet de Cinna. Alors pourquoi cette allusion à Corneille et à Cinna dans une pièce comme Britannicus? Bien parce que Racine avait eu du succès avec Andromaque, quelques années auparavant, mais il avait eu beaucoup de critiques. On lui avait dit notamment que le personnage principal, Pyrrhus, était pour les uns trop galant et pour les autres pas assez galant. Et ces critiques, elles venaient des partisans, des admirateurs de Corneille. Alors Racine, qui est à une phase de sa carrière où il a déjà beaucoup de succès, mais qui veut s'imposer comme un auteur reconnu, donne une pièce où il fait une concurrence déclarée à Corneille, et il fait allusion à Corneille. C'est une tragédie politique tirée de l'histoire romaine, autant qu'une tragédie amoureuse, c'est Britannicus, qui est une sorte de contre-Cinna. Mais en même temps, deuxième citation que je donnais tout à l'heure, je lis sur son visage des fiers Domitius l'humeur triste et sauvage. Qu'est-ce que c'est qu'une humeur triste et sauvage? C'est la mélancolie. Et on l'avait déjà rencontré dans la pièce précédente chez Oreste. Donc Britannicus est aussi une pièce qui traite des passions. Et ça va être cet équilibre entre la passion politique et la passion amoureuse, ces passions qui naissent d'une même humeur, qui va faire la manière propre de Racine, qui va faire son succès, qui va lui permettre d'accrocher le public à la mode. Accrocher, je veux dire, d'obtenir les applaudissements du public à la mode. Alors Alain Viala nous parle de concurrence avec Corneille. Est-ce qu'on peut dire qu'ils étaient vraiment en concurrence à cette époque-là? Tout à fait, oui. Oui. Alain Viala parle d'un succès indiscutable de Racine, mais c'est un succès récent. C'est surtout Andromaque, deux années auparavant, donc c'est récent. Et même si Racine a du succès, Corneille reste le grand Corneille, on le dit dès l'époque, c'est-à-dire quelqu'un qui incarne une sorte d'autorité. Il y a entre eux une querelle ou presque un combat ou un défi en termes de statut, savoir lequel est le plus d'autorité par rapport au public. Il y a un respect pour lui, un respect de l'âge peut-être. Il y a un respect, mais en même temps, vous savez bien que tout respect est une manière de dire qu'on peut faire autre chose et avancer en quelque sorte. Corneille est beaucoup plus vieux que lui. Corneille est beaucoup plus vieux, il a plus de 30 ans, c'est beaucoup plus que 30 ans réels à l'époque, c'est perçu comme plus de dégénération. Et à telle enseigne que Corneille organise presque une manifestation dans la salle contre Racine, il fait venir des gens pour huer, etc. Donc c'est vraiment très concret, c'est pas abstrait, hein. C'est très concret, et ça ira jusqu'à l'année suivante, Bérénice, où au moment où Racine donne Bérénice, le même moment où Corneille donne Tite et Bérénice, c'est la même pièce, pas la même pièce, le même sujet, et les deux dramaturges se confrontent directement, et l'issue est, j'allais dire, définitive, pour ne pas dire fatale, c'est la fin de Corneille, en tout cas de Corneille, homme de théâtre, où quasiment il n'y aura plus qu'une pièce, qui sera d'ailleurs avec des accents raciniens très prononcés, c'est sûr et D'ailleurs, Racine témoigne un petit peu de cette querelle dans la préface de la première édition de Britannicus, où il se plaint que les représentations aient été troublées par les critiques à haute voix, il faut l'imaginer, bien sûr, et tonitruante, écrit-il, un vieux poète mal intentionné. Il s'agit bien sûr de une haine entre les deux. Oui, certainement du respect aussi, hein, ça ne m'empêche pas. C'est une question de statut. Alors Racine traite des passions dans ses ouvrages, passion politique, passion amoureuse. Est-ce que c'est une spécificité chez Racine? C'est pas une spécificité de Racine, c'est une spécificité du théâtre tragique du XVIIe siècle. Simplement, Racine sans doute les met en œuvre d'une manière particulière. On peut repartir de la question du sujet. Il faut savoir qu'une tragédie, au sens où on l'entend au XVIIe siècle, c'est d'abord au fond un sujet grave, comme on dit à l'époque, et le premier qui définit vraiment très clairement ce que sera le sujet de la tragédie classique, c'est Corneille, qui pose le sujet, qui le pense plutôt en termes d'unité de péril. Et ce péril, c'est un péril d'État. Et il nous dit qu'il peut y avoir également une intrigue amoureuse, qui serait une intrigue secondaire, tout à fait liée à l'intrigue principale, mais pour lui, l'intrigue principale, c'est vraiment le péril d'État. Bon,
on est là vers 1640, au moment des premières grandes tragédies de Corneille, puis vient la tragédie galante, au milieu des années 1650, en gros, avec une pièce comme Timocrate, des gens comme Thomas Corneille, le frère beaucoup plus jeune de Pierre Corneille, qui s'impose. Et la tragédie galante, en simplifiant évidemment, on reprend l'idée d'un sujet tragique, historique, politique, mais la part de l'amour y est beaucoup plus importante. Donc c'est ce qu'on appelle tragédie galante, en fait. L'amour est plus important. Bien entendu, mais l'amour prend une place tout à fait considérable. Et lorsque Racine entre en théâtre, en quelque sorte, dans le courant des années 1660, il a affaire à ce modèle cornélien plus la tragédie galante, c'est-à-dire ce sujet qui est obligatoirement pour la tragédie un sujet politique, mais qui en même temps est matiné au fond d'une sorte d'obligation de faire une place plus ou moins importante, et plus importante si on veut avoir le succès, à la galanterie, au discours de l'amour, à l'intrigue amoureuse. Oui, il faut préciser peut-être aussi que les passions ne se réduisent pas à l'amour et qu'une des spécificités de Racine à ce sujet, c'est peut-être de traiter les passions dans le sens quasi clinique qui est celui de la médecine de l'époque, dans la tradition d'ailleurs de la médecine grecque, de la médecine antique. Alors, qu'est-ce que c'est que les passions? C'est l'ensemble des émotions qui saisissent l'âme, qu'elle ne peut pas contrôler, et qui viennent du corps. Alain Viala parlait tout à l'heure des humeurs. Les humeurs, ce sont des fluides corporels qui induisent un tempérament par leur composition, et le tempérament va déterminer un caractère. Alors, c'est intéressant pour un dramaturge, cette notion de tempérament, parce que à un certain tempérament vont correspondre sur scène des types de comportements. Et d'une autre façon, pour Racine, dramaturge tragique, le tempérament est une manière d'inscrire la fatalité dans le corps. Parce que la passion est héréditaire. On a le fameux exemple de Phèdre, la fille de Minos et de Pasiphaë, elle hérite de la passion érotique de sa mère, et on entend dans les premières paroles d'Agrippine cette prédiction que Néron va incarner l'humeur triste et sauvage des fiers Domitius, et on le verra à la fin, au dénouement, en proie à une folie suicidaire. Donc il a réalisé ce programme et ces paroles font planer une sombre fatalité sur toute la pièce dès l'ouverture. Oui, là on peut dire que c'est à certains égards spécifique à Racine, au sens où la question des passions n'implique pas effectivement qu'il y a cette conception d'une sorte d'hérédité des passions. C'est donc bien Racine qui s'appuie sur ce recours aux passions qui est le fait d'un grand nombre de dramaturges du XVIIe siècle, mais en travaillant lui de manière spécifique, c'est-à-dire en pensant au fond le tragique, et peut-être que c'est l'occasion de dire qu'il y a une différence au XVIIe siècle, mais tout à fait essentielle entre tragédie et tragique. Quelle est la différence exactement ? Justement, une tragédie n'est pas forcément tragique. Nos yeux de contemporains du XXe siècle font qu'on a tendance à penser la tragédie en général par rapport à la tragédie, plutôt à la tragédie grecque. Et ce qui est un décalage, enfin ce qui est une vision tout à fait déformée, si on veut penser la tragédie du XVIIe siècle, qui, elle, fait peu de cas, sauf exception, on va y revenir, pour Racine par exemple, mais fait peu de cas de la notion même de fatalité. Il faut par exemple rappeler que Corneille fait la théorie, je dis bien la théorie, de la tragédie à fin heureuse, ce qui est totalement incompatible avec l'idée de destin. La tragédie cornélienne s'appuie sur l'idée de la liberté du héros. L'héroïsme cornélien repose sur l'idée de liberté, ce qui est absolument impossible dans une perspective qui ferait une place à la fatalité. On peut dire aussi que plus largement, que l'époque ne perçoit pas forcément ce que veut dire la fatalité. C'est-à-dire, par exemple, rappeler qu'un Corneille est élevé par les jésuites, il pense l'homme comme libre dans une large mesure par rapport à Dieu, tandis que Racine, lui, est de culture janséniste, il est élevé par les jansénistes, il a des relations complexes avec eux, mais il peut penser la fatalité. Et il est quasiment le seul dramaturge français du XVIIe siècle à user délibérément, certainement, donc en toute liberté, si on peut dire, de la fatalité comme d'un outil qu'on peut penser comme être, pour lui, un outil dramaturgique, à moins qu'il ne faille considérer que c'est sa propre vision du monde qui transparaît. Mais c'est le seul, quasiment, au XVIIe siècle, à être capable et à vouloir inscrire quelque chose de la fatalité, du fatum antique, dans ses pièces modernes. Et ça, c'est très, très significatif. Alors, on écoute à nouveau Alain Viala. Il y a un instant, j'ai parlé de succès et de querelle. Pourquoi ? C'est important, le succès, ce qui fait qu'un auteur est reconnu. C'est important aussi, les querelles. Querelles littéraires, mais querelles de toutes sortes. Au XVIIe siècle, la littérature a trois publics. La cour, les nobles et les bourgeois de la ville, et puis les savants, les autres écrivains, les critiques. Racine essaie de rassembler les trois, de faire plaisir aux trois à la fois.
Mais la cour occupe une place à part, une place particulièrement importante. La cour, c'est capital parce que c'est là que se trouve le mécénat, ce qui permet à un auteur d'être reconnu, d'être soutenu. Par exemple, avec Britannicus, on a une pièce qui a d'abord peu de succès, elle est critiquée par les partisans de Corneille, et puis le roi vient la voir, applaudit, et du coup tout le monde fait comme le roi, et tout le monde applaudit. Et Racine sera très souvent joué d'abord à la cour. Aussi, son théâtre représente souvent des passions qui sont des passions, notamment des passions politiques. Par exemple, Iphigénie, qui est créée à l'occasion d'une fête de cour à Versailles, montre la passion de l'ambition politique. Et traditionnellement, depuis les Grecs, la tragédie, c'est ce qui montre l'hubris, c'est-à-dire l'orgueil démesuré dans tous les domaines. Par exemple, dans le désir de pouvoir. Et Racine donne ainsi des passions dans l'ordre amoureux et dans l'ordre politique. Mais il faut aussi songer que représenter de la sorte les passions d'amour ou d'ambition devant la cour, c'est à la fois le moyen d'un éloge du roi. Louis XIV ne sera pas Néron, mais le contraire de Néron, par exemple. Mais c'est aussi un moyen d'avertissement donné au prince. Si jamais il se laisse emporter, lui, par ses passions, il deviendra comme Néron. Il deviendra un monstre naissant. La tragédie a ainsi une double valeur auprès du public de cour, et c'est là l'habileté suprême de Racine. La littérature a donc trois publics, nous dit Alain Viala, la cour, les nobles et les savants. Qu'est-ce qu'ils attendent d'un dramaturge ? Prenons d'abord les doctes, qui sont les doctes des critiques, des auteurs, confrères de Racine, souvent des académiciens d'ailleurs, et on comprend que leur jugement soit particulièrement important pour un auteur en pleine ascension comme Racine. Alors les doctes observent que toutes les nouvelles productions dramatiques obéissent à un certain nombre de critères qui définissent le système de la tragédie. Alors, on a tous entendu parler des règles, mais il faut voir que ce n'est pas quelque chose de formel. Au départ, il y a l'idée que l'on se fait à l'époque de l'art dramatique et de l'art en général, qu'il doit imiter, il doit être une imitation de la vie réelle. Et les règles vont permettre de créer, de maintenir cette illusion que la scène représente une sorte de réalité. Et d'où la règle des trois unités. Par exemple, que l'action soit focalisée l'attention soit focalisée sur une action unifiée, que cette action se passe vraisemblablement, j'aurais dû insister là-dessus, le principe de la vraisemblance est essentiel, c'est de là que c'est ce qui sous-tend les règles, que l'action puisse se passer en un temps qui n'excède pas celui de la représentation, d'où les 12 heures imparties au déroulement de l'action. Tout à l'heure, Dominique, l'impression qu'on peut en avoir, parler de cette crise tragique qui se situe dans une journée, qu'elle se tienne aussi sur un lieu qui puisse être vraisemblablement représenté par la scène. Donc lieu unique dans Britannicus, c'est l'antichambre de Néron. Comme les sujets sont pris du fait de la noblesse du genre dans l'Antiquité, histoire antique, mythologie antique, eh bien les personnages doivent correspondre à l'idée qu'en a donnée la tradition antique et également à ce qu'attend le public pour un prince ou un noble, quelqu'un de haute condition. C'est ce qu'on appelle les bienséances, les bienséances des 2 heures. Le public vient vérifier, oui, mais le public en question vient vérifier au fond que le dramaturge suit bien l'histoire, a bien lu Tacite, Suétone et les autres, et qu'il a bien suivi l'histoire. Dans les préfaces de Racine ou d'autres, sans cesse, Corneille rappelle qu'effectivement ils ont triché par rapport à l'histoire, entre guillemets bien sûr, mais pour telle ou telle raison. C'est-à-dire que le public mondain, par exemple, le public des doctes aussi, le public mondain, je peux en parler, ce sont des publics qui connaissent suffisamment l'histoire pour pouvoir percevoir les écarts.
Ça, c'est très important à comprendre. Je crois le public qui est là, il découvre rien au fond. Il vient vérifier quelque chose et le voit ritualisé sous la forme d'un spectacle. Alors le public mondain, justement, c'est un public qui n'a pas la même approche que les doctes, qui vient pas vérifier de manière scrupuleuse, qui vient pas faire des critiques précises, mais qui en même temps vient retrouver quelque chose qu'il sait déjà, une histoire qu'il connaît déjà, voir comment on l'a mis en œuvre et comment le dramaturge en propose au fond une nouvelle compréhension. C'est une époque où on réécrit l'histoire du côté de la galanterie. Pourquoi tel roi a fait telle chose? Peut-être parce qu'il y avait une maîtresse ou une intrigue amoureuse qui explique. Je caricature un petit peu, mais pas totalement. C'est-à-dire que on peut, le dramaturge peut non pas réinventer l'histoire, mais réarticuler au fond les événements historiques sur la base d'éléments ou de compréhension qui s'appuient sur la vraisemblance, justement. Et c'est pour ça que la vraisemblance est au cœur de tout cela, précisément, c'est qu'elle permet supposément de penser les choses. Et puis il y a enfin le public populaire, on peut dire un mot, parce qu'on n'en dit pas grand-chose, au fond. Alain Viala n'en a pas beaucoup parlé, mais il a raison, le public populaire, il n'existe quasiment plus, en tout cas on le prend négligé à cette époque. Oui. Voilà, c'est qu'il y a une évolution essentielle au XVIIe siècle du public. Au début du siècle, le public est un public mêlé, où le public populaire a un rôle considérable. C'est lié au statut du théâtre, c'est encore dangereux d'aller au théâtre, ça se bouscule, ça s'agite, etc. Sous Richelieu et Louis XIII, pour aller vite, il y a une sorte de clarification, de changement de statut. Les femmes peuvent enfin aller au théâtre, on sépare progressivement les publics, le public populaire à l'arrière-plan, sur les côtés, au fond, etc. Et à l'époque de Racine, autant Corneille, en ses débuts, était obligé de penser au public populaire et à la limite de trouver le succès auprès de lui, autant Racine, non. Racine, c'est une autre époque, c'est 30, 40 ans après, les choses sont totalement différentes. Là, les publics, c'est effectivement la cour, les mondains et les doctes. Et avec une place toute importante réservée au public mondain féminin, c'est lié à la galanterie dont on parlait tout à l'heure. Alors, il y a des contraintes également dans cette pièce. Oui, dans toute tragédie. Toute tragédie, au fond, c'est un ensemble de contraintes auquel le dramaturge trouve confronté, mais limite, il ne faudrait pas dire qu'il se trouve confronté, il faut dire qu'il les accepte et qu'il va en jouer. Je m'explique. Les contraintes, les contraintes, c'est une tragédie, on le sait, c'est 5 actes, ce sont les règles qu'on a rappelées. C'est une tragédie, ça s'écrit plutôt en vers, mais pour des raisons qu'on perçoit mal aujourd'hui, c'est que le vers principal, l'essentiel de la tragédie, c'est l'alexandrin, parce qu'il y a parfois des moments qui sont en octosyllabes, etc. Pourquoi? Parce que c'est un vers qui est jugé vraisemblable, qui est perçu comme le plus proche. C'est un code, c'est pas forcément vrai, mais on le perçoit comme le plus proche du langage parlé courant, noble évidemment, mais du langage parlé courant. On ne doit pas sentir qu'on est dans la poésie. C'est une grande ambiguïté. Bon, c'est une contrainte, 5 actes, c'est ce qu'on dit là, les règles, c'est une contrainte, une sorte de structure obligatoire dans laquelle, au fond, tout dramaturge du XVIIe siècle peut s'abandonner à son inventivité, ça sera excessif, mais à la mise en œuvre du sujet tel qu'il le souhaite. Et vous regardez l'œuvre de Corneille, l'œuvre de Racine, ni l'un ni l'autre ne produit exactement jamais 2 fois la même pièce, alors même que, en ce qui concerne la structure générale, on reste dans le cadre. Donc c'est une contrainte très importante, mais qui est en même temps presque le lieu où peut se développer une forme de liberté, de pratique personnelle de la tragédie. C'est pas un carcan du tout, il faut surtout pas le voir comme ça. Alors on regarde un extrait de Britannicus à nouveau, acte 2, scène 2. À combien de chagrin il faut que je m'apprête! Que d'importunité! Quoi donc? Qui vous arrête, Seigneur? Tout! Octavie, Agrippine, Burrus, Sénèque, Rome entière et 3 ans de vertu. Non que pour Octavie un reste de tendresse m'attache à son hymen et plaigne sa jeunesse. Mes yeux, depuis longtemps fatigués de ses soins, rarement de ses pleurs daignent être témoins. Trop heureux si bientôt la faveur d'un divorce me soulageait d'un joug qu'on m'imposa par force. Le ciel, même en secret, semble la condamner. Ses vœux, depuis 4 ans, ont beau l'importuner, les dieux ne montrent point que sa vertu les touche. D'aucun gage, Narcisse, il n'honore sa couche. L'Empire, vainement, demande un héritier. Que tardez-vous, Seigneur, à la répudier? L'Empire, votre cœur, tout condamne Octavie. Auguste, votre aïeul, soupirait pour Livie. Par un double divorce, ils s'unirent tous deux. Et vous devez l'Empire à ce divorce heureux. Tibère, que l'hymen plaça dans sa famille, osa bien à ses yeux répudier sa fille. Vous seul, jusque ici contraire à vos désirs, n'osez par un divorce assurer vos plaisirs. Et ne connais-tu pas l'implacable Agrippine? Mon amour, inquiet déjà s'il l'imagine, qui m'amène Octavie, et d'un œil enflammé, atteste les saints droits d'un nœud qu'elle a formé.
et portant à mon cœur des atteintes plus rudes, me fait un long récit de mes ingratitudes. De quel front soutenir ce fâcheux entretien? N'êtes-vous pas, Seigneur, votre maître et le sien? Vous verrons-nous toujours trembler sous sa tutelle? Vivez, régnez pour vous, c'est trop régner pour elle. Craignez-vous? Mais Seigneur, vous ne la craignez pas. Vous venez de bannir le superbe palace, palace dont vous savez qu'elle soutient l'audace. Éloigné de ses yeux, j'ordonne, je menace. J'écoute vos conseils et j'ose les approuver. Je m'excite contre elle et tâche à la braver. Mais je t'expose ici, mon âme toute nue. Sitôt que mon malheur me ramène à sa vue, soit que je n'ose encore démentir le pouvoir de ses yeux où j'ai lu si longtemps mon devoir, soit qu'à tant de bienfaits ma mémoire fidèle lui soumette en secret tout ce que je tiens d'elle. Mais enfin mes efforts ne me servent de rien. Mon génie étonné tremble devant le sien. Et c'est pour m'affranchir de cette dépendance que je la fuis partout, que même je l'offense, et que de temps en temps j'irrite ses ennuis, afin qu'elle m'évite autant que je la fuis. Mais je t'arrête trop. Retire-toi, Narcisse. Britannicus pourrait t'accuser d'artifice. On a l'impression, on trouve un petit peu que Néron n'a pas l'allure d'un empereur dans cet extrait. Est-ce qu'il y a une raison à cela ? Bien, on peut dire tout de suite que, bien entendu, une mise en scène pareille n'aurait pas été possible à l'époque de Racine, parce que elle heurte trop la bienséance. On ne s'attend pas effectivement à ce qu'un empereur se comporte de cette manière. Cela dit, le metteur en scène actuel, Alain Bézu, fait apparaître ici quelque chose que l'on peut retrouver dans l'analyse du personnage. À ce moment de l'action, Néron est un être souffrant, humilié, pitoyable presque, devant Narcisse qui lui a arraché un aveu difficile, celui de la crainte que lui inspire sa mère, et qui l'empêche d'agir librement, conformément à ses désirs, d'être maître de lui, comme l'y encourage Narcisse. Cette crainte, c'est intéressant, passe par le regard. Il y a à plusieurs reprises, Néron revient sur ce regard intimidant de ce juge, qui a été aussi son metteur en scène. Agrippine l'a conduit au pouvoir et l'y maintient et tient à le maintenir sous son autorité à elle, éloigné dans toute la vie. Et c'est l'enjeu même qui est présenté à la première scène, on l'a vu. Éloigné de ses yeux, ramené à sa vue, de ses yeux où j'ai lu si longtemps mon devoir. Et Néron revit ainsi la souffrance que lui imposent ses entrevues avec Agrippine et anticipe sur cette entrevue qui est toujours retardée et qui est inévitable à la fois. C'est vraiment là-dessus qu'est construite, je crois, la tension dramatique de la pièce. Oui, ça veut dire que ce que vous dites là dans le personnage, les caractères, en fait, ça peut être pensé aussi en termes de structure, et c'est très important d'aller dans ce sens-là, me semble-t-il, parce que toute la pièce repose bien sur cette structure, voire ne pas voir Néron, de la part d'Agrippine, et on peut l'inverser, et donc ça implique aussi un enjeu théâtral immédiat, puisque sur le plateau, voir ne pas voir, c'est très concret, et ça permet de dire aussi toute la violence qui se joue dans ce théâtre-là. Toute la pièce est construite sur retarder la rencontre, puis la jouer, mais mal du point de vue d'Agrippine, donc la rejouer. On peut reprendre toute la pièce de ce point de vue-là, et à chaque fois, ça donne lieu à des violences subies par l'un ou par l'autre. Et d'ailleurs, cette violence est réinvestie. Quand Néron oblige Junie à recevoir Britannicus alors qu'il est caché derrière une tenture, il rejoue avec elle cette souffrance que lui impose le regard de sa mère. C'est son regard à lui qui va peser sur la rencontre des deux amants et les priver totalement de leur liberté de parole et de sentiment, les aliéner en quelque sorte. On voit comment le regard, effectivement,
est un moteur dramaturgique, on peut dire. Tout à fait. Hein. Les scènes de rencontre ou de vue de l'un par l'autre se jouent la plupart du temps dans cette pièce-là et souvent, au-delà de cette pièce-là chez Racine, en termes de violence qui passe par le regard, précisément, de violence. C'est une pièce qui était considérée comme violente. Comme très violente. Très violente. Du point de vue des règles, etc. Ce qu'on disait tout à l'heure, c'est une pièce qui est dans la norme. Les doctes viennent vérifier, ils vérifient, il n'y a pas de problème, il faut des petites vétilles, mais l'essentiel dans la réaction du public, ça a été de trouver que c'était une pièce extrêmement violente, trop violente au fond pour respecter, non pas respecter, mais tout à fait dans le goût de l'époque. C'est-à-dire qu'au fond, qu'est-ce qu'on attend d'une tragédie? Le dramaturge se trouve dans la nécessité, au fond, de mettre en œuvre le grand principe aristotélicien du point de vue de l'effet, à savoir la terreur et la pitié. Donc il faut susciter la terreur et la pitié, et tout repose sur l'idée que le public aura plaisir à voir mise en œuvre la terreur et la pitié. Ce qui ne veut pas dire que ça soit schématique ou trop schématique, surtout chez Racine, qui, contrairement à d'autres dramaturges, parce qu'il réfléchit peut-être différemment que les autres, ne serait-ce parce qu'il lit les textes grecs d'Aristote, dans le grec, ce qui n'est pas le cas de la plupart d'autres dramaturges. Bon. Et quand on regarde de près ces pièces, la plupart de ces personnages, les plus importants en tout cas, peuvent susciter à la fois, à des moments différents, éventuellement, la terreur et la pitié. L'exemple d'Agrippine, c'est un monstre, on l'oublie un peu trop, c'est difficile à jouer, hein. Mais Agrippine, c'est un monstre, elle doit susciter la terreur, et en même temps, la première scène, on l'a vu tout à l'heure, à certains égards, elle suscite davantage la pitié. Pareil pour Néron, là, dans la scène qu'on a vue il y a peu, là, avec Narcisse, est-ce qu'il suscite la pitié ou la terreur? Plutôt quelque chose de pitoyable. En même temps, on sait bien que toute la pièce repose sur la terreur qu'il inspire. Bon, donc là, ce sont deux exemples tout à fait significatifs de la volonté de Racine de jouer de manière, on pourrait dire ambiguë au fond, parce que en termes d'interprétation psychologique, c'est très ambigu, ce qui prouve bien que c'est pas forcément la bonne entrée dans ces pièces-là, hein, ça se joue autrement. Et au bout du compte, c'est lié encore à d'autres principes esthétiques qui fondent ce théâtre. Par exemple, la question des alliances, c'est-à-dire la question de... Et d'ailleurs, là, on voit bien comment Racine va au-delà des attentes de son public, le bouscule en quelque sorte dans ses attentes, mais en étant parfaitement orthodoxe, on pourrait dire, comme dramaturge, aristotélicien, puisque c'est Aristote qui pose cette question des alliances comme le principe même du sujet tragique. Qu'est-ce qu'un sujet tragique? C'est un sujet qui investit la plus grande violence au sein, dit-il, des alliances, et des alliances familiales. Par exemple, un père qui tue son fils, un frère qui tue son frère. Ou qui tue, ou qui n'arrive pas à tuer, qui veut tuer. En tout cas, la violence, elle n'est pas physique. C'est comme ça que Corneille réinterprète les choses, du moins. Ou bien un fils qui tue sa mère, hein, et ça c'est bon en filigrane, c'est le sujet aussi de Britannicus. Bon, c'est plus spectaculaire, donc l'effet est plus efficace ou plus important sur le spectateur, et en plus ça engage, on voit tout de suite, ce sont des personnages de haut rang, donc des rois, des princes, et Aristote dit, et Racine le reprend, lorsqu'on met en scène des intrigues, enfin des oppositions familiales, on a toujours affaire à des princes, mais en plus il y a des intrigues familiales, et ça noue absolument tout, ça rend la chose d'autant plus insupportable pour les personnages, mais du point de vue des spectateurs, d'autant plus violent, d'autant plus fort, d'autant plus surprenant, mais ça doit rester vraisemblable. Et c'est lié aussi à l'imperfection des héros, qui est un autre grand principe, pas proprement racinien, mais Racine est un de ceux qui y insiste le plus en France au XVIe siècle. La plupart de ces personnages, il faudrait nuancer selon les pièces, mais sont pensés comme pas tout à fait parfaits, ou pas tout à fait imparfaits, si je puis dire, de sorte qu'on peut, ça légitime ou ça prépare le fait qu'on peut susciter plusieurs émotions à leur endroit. Et ces conflits sont d'autant plus vraisemblables que les spectateurs les connaissent dans leur actualité, puisque les familles royales, aussi bien Louis XIII a été en conflit avec sa mère jusqu'à l'exiler, et Louis XIV lui-même, notamment à propos de ses liaisons amoureuses, est en forte opposition à sa mère Anne d'Autriche. Et puis il y a la Fronde où les grandes familles, s'entretuent serait trop dire, mais s'opposent de manière extrêmement brutale, se déchirent, de sorte que là, il ne s'agit pas de dire que c'est transposé dans le théâtre, mais c'est que ce qui se joue au théâtre est proprement une sorte d'image de la réalité la plus concrète, la plus immédiate. Alors le théâtre de Racine est extrêmement structuré, il y a des principes très fermes. Jean Roux, qui est professeur honoraire à l'université de Rennes 2, prolonge ce que vous avez dit. Il faut s'appliquer à lire Racine comme œuvre de théâtre. Je voudrais le montrer sur 3 points. D'abord, dans l'existence réelle, ce sont les caractères qui provoquent les comportements. Au théâtre, c'est le contraire. C'est-à-dire que l'auteur traite un problème, il le met en scène en réunissant des personnages qui incarnent des positions opposées dont la confrontation fait vivre ce problème.
Et cela définit des rôles pour chacun. Et chaque personnage a le caractère de son rôle. Exemple, pourquoi Britannicus est-il naïf? Est-ce parce qu'il était ainsi dans la réalité? Et non, Tacite nous dit le contraire, et que c'est parce qu'il était au contraire trop futé que Néron a dû le faire exécuter. Alors, pourquoi est-il naïf ici? Eh bien, parce qu'il a le rôle de la victime. Et si la victime est naïve, d'une part, elle sera plus facile à tromper, et d'autre part, la persécution en sera d'autant plus odieuse. Mais vous remarquerez qu'il n'est pas toujours naïf. Il est naïf en particulier lorsqu'il est avec le trompeur, Narcisse. Mais lorsqu'il est confronté à Néron, il réagit à Néron avec beaucoup d'intelligence, avec beaucoup d'acuité. C'est lui qui gagne leur dialogue. Et Néron est obligé de le faire arrêter. Il ne peut plus continuer le dialogue. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que pour bien lire une œuvre de théâtre, il faut voir qu'elle est composée à l'envers. C'est le dénouement qui est posé d'abord. Le dénouement de Britannicus, c'est la mort de Britannicus. Donc, à l'instant précédent, on va nous annoncer la réconciliation. Tandis qu'à l'instant antérieur, Narcisse avait convaincu Néron de faire exécuter Britannicus. Et à l'instant d'avant, c'était au contraire Burrus qui avait proclamé la réconciliation. Et je pourrais remonter ainsi jusqu'au début. Il y a une alternance de moments positifs et de moments négatifs, suscitant tantôt l'espoir et tantôt la crainte, et cette alternance-là a été conçue à l'envers. Dans la réalité, le moment numéro 3 s'explique par ce qui s'est passé au moment numéro 2. Dans la fiction, la raison d'être du moment numéro 3, c'est ce qui va se passer, ce qui est provoqué au moment numéro 4, au moment numéro 5. Une troisième chose, c'est le dialogue de théâtre. Dans la vie, quand je parle, je transmets des informations, et puis j'exprime mon opinion ou mes sentiments. Mais aussi, je réagis à celui à qui je réponds, et j'essaie d'agir sur lui. Eh bien, au théâtre, ce sont surtout ces deux choses-là qui comptent. Et c'est pour cela que le théâtre classique est un théâtre d'action, en un sens particulier. Le principal théoricien du théâtre classique, l'abbé d'Aubignac, dit « Au théâtre, parler, c'est agir ». Et Corneille écrit « Les actions sont l'âme de la tragédie où l'on ne doit parler qu'en agissant et pour agir ». Agir, c'est-à-dire non pas déplacer des choses, faire des actes au sens actuel. Agir, pour eux, ça voulait dire manifester ses sentiments par son ton, ses gestes, ses jeux de physionomie, de façon à influencer sur son public, à agir sur son auditoire. C'était l'art de l'orateur, du prédicateur, et aussi de l'acteur qui agit comme cela. Et c'était d'autant plus net qu'ils ne jouaient pas comme nous. Aujourd'hui, on est habitué à jouer le plus naturel possible en général. Eux, ils avaient une façon de parler déclamatoire et une gestuelle très codifiée, schématique, hiératique, comme dans le théâtre extrême-oriental. Ça nous paraîtrait un peu grandiloquent, un peu artificiel, mais c'est parce que nous avons oublié que l'art, c'est une invention artificielle qui est le contraire de la nature. On pourrait peut-être là s'arrêter un petit moment sur la question du dénouement qu'évoque Jean Roux. Est-ce que la mort de Britannicus est bien le dénouement de Britannicus, ou tout le dénouement? Ce serait dire qu'après l'annonce de cette mort par Burrus, tout le reste n'est qu'une sorte d'épilogue. Or, Racine lui-même, dans sa préface, dit bien « Ma tragédie n'est pas moins la disgrâce d'Agrippine que la mort de Britannicus ». Donc il y a au moins là deux enjeux qui vont se dénouer successivement ou en même temps. Et puis il y a aussi le troisième enjeu qui est la naissance du monstre. Et on voit bien comment la dernière scène va mettre en scène ce Néron devenu fou, provisoirement égaré, oui. Provisoirement égaré, et il y a là déjà en germe la vision historique de Néron. Néron incendiant Rome et se donnant la mort. Donc je pense que tout découle de la journée tragique, et qu'une fois le processus tragique engagé, eh bien on rejoint l'histoire, et au-delà même de la fin matérielle de la tragédie, pour le spectateur de l'époque extrêmement bien informé de l'histoire romaine, eh bien le prolongement
va de soi, et on fait entendre, et là dans cette tragédie c'est assez bien fait, parce que on règle le sort d'un certain nombre de personnages, dont Junie, il faut bien qu'on sache ce qu'elle devient, et puis au-delà, on laisse présager le sort des autres personnages qui n'est que, en quelque sorte, qui n'est qu'en attente à la fin du dénouement. On sait très bien qu'Agrippine va être assassinée. Il est suspendu. Il est suspendu. Il y a une sorte de suspension et il y a un dénouement, me semble-t-il, à tiroir ou à rallonge, en virtuel. La tragédie fait entrer dans l'histoire. C'est qu'effectivement, au-delà de la tragédie, pas du tragique justement, même si la pièce a des accents éventuellement tragiques, au-delà de la tragédie, c'est précisément l'histoire telle que le spectateur la connaît. Et Jean Roux nous dit que le jeu de l'acteur était extrêmement codifié. Est-ce que vous pouvez peut-être donner des précisions là-dessus? Jean Roux parle d'un certain nombre d'éléments qu'on peut repréciser ou développer, ne serait-ce que pour bien signifier qu'on ne peut pas avoir une vision extrêmement précise de ce théâtre-là aujourd'hui, parce que c'est trop éloigné de nous. En deux mots, il y a un certain nombre de codes qui régissent le jeu de la tragédie, qui ne sont pas tout à fait les mêmes pour la comédie. Ces codes, par exemple, concernent la façon de se tenir en scène, la pose que l'on prend sur une scène qui est assez étroite, il ne faut pas l'oublier. Il n'y a pas beaucoup de mouvements. Ces codes impliquent le costume, impliquent la façon de s'exprimer, impliquent les déplacements, etc. Donc, une sorte de rituel. Oui, c'est une sorte de rituel sur scène qui est lié à ce que Jean Roux évoquait, à savoir, par exemple, l'action oratoire, ce qu'on appelle l'action oratoire, le texte du prédicateur. Il y a un certain nombre de codes en ce qui concerne la pose des mains, l'attitude du visage, le type de rhétorique, c'est-à-dire l'accent aussi qui est évoqué dans ce théâtre qui est en partie un théâtre déclamé, enfin qui est très largement un théâtre déclamé pour la tragédie. Il y a là des accents, si vous voulez, qui instaurent un lien avec la grande prédication, la grande rhétorique, et puis qui instaurent aussi un lien du point de vue de la gestuelle avec la peinture, par exemple. Disons, les représentations en général, qu'elles passent par le discours ou par la peinture. Et la tragédie, c'est un rituel auquel le spectateur de l'époque se rend en sachant qu'il a affaire à un rituel. Il ne veut pas spécialement trouver quelque chose de neuf, il va au contraire vérifier, participer à un rituel esthétique, au sens où Jean Roux l'a évoqué. Et ce rituel, on a du mal à le retrouver aujourd'hui, forcément. C'est une autre époque, même quelqu'un comme Eugène Green, qui est un dramaturge, enfin un homme de théâtre contemporain, qui essaie de retrouver ça, il a beaucoup de mal à se faire entendre, en réalité. Parce que c'est trop lointain par rapport à nos habitudes contemporaines. Alors, illustration de ce que vous venez de dire, avec un court extrait de Britannicus, acte 4, scènes 1 et 2. Quoi qu'il soit votre fils et même votre ouvrage, il est votre empereur. Vous êtes comme nous sujette à ce pouvoir qu'il a reçu de vous. Selon qu'il vous menace ou bien qu'il vous caresse, la cour autour de vous ou s'écarte ou s'empresse. C'est son appui qu'on cherche en cherchant votre appui. Mais voici l'empereur. On me laisse avec lui. Approchez-vous, Néron, et prenez votre place. On veut sur vos soupçons que je vous satisfasse. J'ignore de quel crime on a pu me noircir. De tout ce que j'ai fait, je vais vous éclaircir. Oui, alors la mise en scène qu'on a vue, on a vu un extrait, est très intéressante parce qu'elle joue de cette chaise, ce siège qui est signalé par Racine lui-même, c'est une didascalie, donc qui est voulu par Racine, mais on voit bien la mise en scène est intéressante, mais elle ne produit certainement pas l'effet qu'elle produit au XVIIe siècle, c'est normal, c'est une mise en scène moderne. Au XVIIe siècle, c'est un exemple de ce que je disais rapidement, il y a un code de représentation qui est lié par exemple au siège. Lorsqu'un empereur entre en scène, enfin un monarque, un souverain, quel que soit son statut ou son titre exact, lorsqu'il y a un siège, c'est à lui de s'asseoir, aux autres de rester debout. Quelle est la situation ici? On l'a vu rapidement. Agrippine vient d'être prévenue, au fond, qu'elle devait avoir une attitude humble, qu'elle devait se faire pardonner, pour dire rapidement. Et au moment où Néron entre en scène, elle s'assied à sa place. Bon, c'est quelque chose qu'on perçoit
peu, qu'on perçoit nous symboliquement, assez lointainement en quelque sorte, au XVIIe siècle, ce code-là est évident, c'est-à-dire avant même que Agrippine n'ouvre la bouche en présence de Néron, le fait qu'elle s'assied nous fait comprendre que ça ne va pas se jouer comme Burrus le souhaitait. Et là, c'est un code tout à fait évident au XVIIe siècle qui nous échappe un petit peu, enfin des codes de représentation qui font que aujourd'hui on ne peut pas retrouver totalement toute la, non pas l'ambiguïté, mais la palette au fond de compréhension du spectacle. Là, on le tire aujourd'hui dans des perspectives qui sont des perspectives plus psychologiques ou plus psychiques, on pourrait dire, que strictement politiques, et pas politique au sens bête ou concret ou politicienne, mais au sens de la représentation du politique au théâtre. C'est un petit peu votre conclusion. Absolument, oui. C'est qu'il y a une difficulté à retrouver ça, à percevoir cela. Il faut passer par des choses indirectes comme la peinture, la rhétorique, la prédication pour sentir le rituel qui se joue là. D'ailleurs, on voit bien dans cet aperçu de la mise en scène comment, évidemment, la scène est vue du côté du privé, des rapports privés d'une mère et son fils. Néron vient s'asseoir un peu comme un petit garçon docile qui va entendre un sermon. Et on est là plutôt du côté du familial. Et je suis tout à fait d'accord avec mon collègue. Il est difficile actuellement pour un public contemporain, enfin qui est notre contemporain, de tenir à la fois le politique et le familial. Donc on bascule plutôt du côté, effectivement, d'une représentation de l'intériorité, des conflits de l'âme, des passions. Dans ce qu'on a vu, il y a des souvenirs, me semble-t-il, c'est pas une critique, mais il y a des souvenirs d'une perception romantique des choses, la drame de Musset, etc. C'est évident, et c'est peut-être impossible de faire autrement. Entre nous et Racine s'interposent d'autres dramaturgies et d'autres genres. Bon, le drame romantique, aussi la comédie naturaliste. Bon, il y a une épaisseur de culture entre nous qui fait qu'on n'atteint plus aux mêmes représentations. Alors notez que si vous voulez voir toute cette pièce dont nous avons diffusé quelques extraits durant cette émission, Britannicus, eh bien vous pouvez le faire, vous pouvez vous la visionner tranquillement chez vous. Une très belle pièce mise en scène par Alain Bézu au théâtre des Deux Rives de Rouen. Et puis, terminons cette émission peut-être avec quelques conseils de lecture pour en savoir plus sur Racine et sur cette pièce, Britannicus, cette tragédie. Citons Racine, théâtre complet, édition de Jean Roux, qu'on a entendu donc durant cette émission, La Pochothèque, collection classique moderne. Notez également la biographie de Racine par Alain Viala, La stratégie du caméléon, c'est chez Segers. Un outil de travail pour les lycéens que je vous recommande également. Il s'agit d'une lecture accompagnée de Britannicus, dont vous êtes l'auteur de cette lecture accompagnée, Dominique Monconduit. C'est chez Gallimard et c'est dans la collection La Bibliothèque Gallimard. Notre partenaire, l'École des Lettres, a également consacré un numéro à Racine. Et puis je vous conseille également un ouvrage récent qui s'adresse aux enseignants, un ouvrage collectif. Ont participé à cet ouvrage donc de nombreux auteurs, notamment Alain Viala qu'on a entendu, vous-même, Michel Rosellini, un ouvrage que vous avez dirigé, donc Dominique Monconduit, qui s'appelle Racine poète, publié par l'Université de Poitiers aux éditions La Licorne. Cette émission s'inscrit dans une série de littérature. Plusieurs titres sont déjà disponibles. Citons simplement Balzac avec peinture, écriture, cinéma. Et puis vous pourrez retrouver également cette émission sur Racine dans une vidéocassette avec un livret qui est joint à cette vidéocassette. Livret où vous retrouvez toutes sortes de conseils, une biographie, des conseils de lecture également. Pour en savoir plus, notez que tous ces documents, toutes ces cassettes sont donc à votre disposition. Michel Rosellini, merci. Merci. Merci à vous également, Dominique Monconduit. Merci à nos équipes pédagogiques, nos équipes techniques. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Et avant de se quitter, un dernier extrait de Britannicus qui ressaisit l'ensemble de ce qu'on a pu dire durant cette émission. Arrêtez! Néron, j'ai deux mots à vous dire. Britannicus est mort, je reconnais les coups, je connais l'assassin. Et qui, madame? Vous? Moi? Voilà les soupçons dont vous êtes capable. Il n'est point de malheur dont je ne sois coupable. Et si l'on veut, madame, écouter vos discours, ma main de Claude même aura tranché les jours. Son fils vous était cher, sa mort peut vous confondre,
Mais des coups du destin, je ne puis pas répondre. Non! Non! Britannicus est mort empoisonné. Narcisse a fait le coup. Vous l'avez ordonné. Madame, mais qui peut vous tenir ce langage? Ce soupçon vous fait-il tant d'outrage? Britannicus, madame, eut des desseins secrets qui vous auraient coûté de plus justes regrets. Il aspirait plus loin qu'à l'hymen de Junie. De vos propres bontés, il vous aurait puni, madame. Il vous trompait. Et son cœur offensé prétendait tôt ou tard rappeler le passé. Soit donc que malgré vous le sort vous ait servi, soit qu'instruit des complots qui menaçaient sa vie, sur ma fidélité César s'en soit remis. Laissez les pleurs, madame, à vos seuls ennemis, qu'ils mettent ce malheur au rang des plus sinistres. Mais vous... Poursuis, Néron, avec de tels ministres. Par des faits glorieux, tu vas te signaler. Poursuis! Tu n'as pas fait ce pas pour reculer. Ta main a commencé par le sang de ton frère. Je prévois que tes coups viendront jusqu'à ta mère. Dans le fond de ton cœur, je sais que tu me hais. Tu voudras t'affranchir du joug de mes bienfaits. Mais je veux que ma mort te soit même inutile. Ne crois pas qu'en mourant je te laisse tranquille. Rends-moi ce ciel, ce jour que tu reçus de moi. Partout, à tout moment, m'offriront devant toi. Tes remords te suivront comme autant de furies. Tu croiras les calmer par d'autres barbaries. Ta fureur s'irritant soi-même dans son cours, d'un sang toujours nouveau marquera tous tes jours. Mais j'espère qu'enfin, le ciel, las de tes crimes, ajoutera ta perte à tant d'autres victimes. Qu'après t'être couvert de leur sang et du mien, tu te verras forcé de répandre le tien. Et ton nom paraîtra dans la race future, au plus cruel tyran, une cruelle injure. Voilà ce que mon cœur se présage de toi. Adieu. Tu peux sortir. Narcisse, suivez-moi.